Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir. Au cœur de l'été, l'avenir de Monaco est en marche. Un quartier sur le point de se transformer. Il s'agit du quartier Platy qui va accueillir l'opération Grand Ida dont il est question depuis de longs mois. Un chantier qui permettra de redessiner tout ce secteur de Monaco avec à la clé 160 logements domaniaux. Les travaux sont sur le point de débuter. Rémi Roland, administrateur des domaines, sera notre premier invité. D'un chantier à l'autre, nous nous rendrons sur le point d'entrée du nouveau quartier Maréterra qui abrite un ouvrage hors norme, un bassin d'orage. Alexandra Pani est descendue pour nous dans cette grande cathédrale souterraine. Médias vilipendés, responsables politiques contestés, experts pointés du doigt, l'épisode Covid-19 a eu pour effet d'accentuer une crise de confiance latente depuis plusieurs années. Qui croire, qui dit la vérité, nous mentons, des questions qui reviennent fréquemment. La crise est plus significative ou non selon les pays? C'est ce que nous expliquera le chercheur au CNRS et politologue Bruno Cotresse. Il nous livrera son analyse. Mais tout de suite, place au point info du jour avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. On commence ce point info par un éclairage sur l'application Monaco Care Safety. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info, destinée aux clients de Monaco Télécom. Cette application gratuite offre plusieurs fonctionnalités: protection antivirus, navigation web sécurisée, protection bancaire, géolocalisation de votre smartphone en cas de perte. L'application est compatible sur PC et Mac et les systèmes d'exploitation Android et iOS. Toutes les informations sur l'application Monaco Care Safety sont à retrouver sur le site de Monaco Télécom. Et du côté de la Roca Team, une très bonne nouvelle Frédéric. Et oui, le capitaine Dibost reste aux commandes du navire monégasque. Le meneur de jeu s'est engagé pour une saison supplémentaire avec les Rouges et Blancs. Une nouvelle officialisée aujourd'hui par le club. Sollicité par d'autres équipes, le dragster de la Roca Team a fait le choix du cœur et affirme dans un communiqué: je me sens comme chez moi à Monaco, aussi bien auprès du staff, des dirigeants que de l'ensemble des fans. Le capitaine tournait l'an passé à 12,8 points et 4,4 passes décisives par match. Et sachez Patricia que depuis que Dibost est revenu à Monaco, il est invaincu à Gaston Médecin en Jeep Elite avec 24 victoires en 24 matchs, pourvu que ça dure. Vous avez bien raison, pourvu que cela dure pour Dibost, mais pourvu que cela change pour Charles Leclerc qui a vécu dimanche un Grand Prix de Formule 1 à vite oublié. Et oui, après la superbe deuxième place de Charles Leclerc lors de la première course de la saison, l'épisode 2 sur le Red Bull Ring de Spielberg a été beaucoup moins satisfaisant pour Ferrari. Charles Leclerc et Sébastien Vettel se sont accrochés dans le troisième virage du premier tour, entraînant l'abandon des deux monoplaces. La Scuderia aura l'occasion de se rattraper dès le week-end prochain en Hongrie. Et sachez que deux autres courses ont été ajoutées au calendrier. Le Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello le 13 septembre et celui de Russie à Sochi le 27 septembre. Merci Frédéric. Nous allons ouvrir un chapitre chantier dans cette édition. Avant d'aller découvrir le bassin d'orage qui vient d'être livré et qui se cache sous le rond-point du portier, place à l'un des ambitieux programmes de ces prochaines années, le Grand Ida. Pour en parler, celui qui va suivre de près ces travaux, Rémi Roland, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est tout un quartier qui s'apprête à opérer sa mue avec pour point d'orgue la réalisation d'une grande opération qui s'inscrit donc dans le cadre du plan national pour le logement, le Grand Ida. Pouvez-vous nous en présenter les grandes lignes ? C'est une opération Grand Ida d'intérêt général qui a pour objectif premier de pouvoir répondre aux besoins des nationaux en termes de logement. C'est un plan ambitieux qui a pour finalité de pouvoir répondre à terme aux besoins des Monégasques en termes de logement. Et nous, services de l'État, nous nous attelons au mieux pour pouvoir répondre à cet objectif. Quand vont débuter les travaux et quel est le terme envisagé pour cette opération ? Les travaux viennent de démarrer et le terme envisagé, c'est septembre 2023 pour la livraison de l'ensemble de l'ouvrage. Alors, ce qui est important de signaler, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur de ce programme de très nombreux logements domaniaux. Tout à fait. En fait, son périmètre initial incluait le bâtiment Le Phare de l'association qui a été relogé préalablement au boulevard du Jardin Exotique, ainsi que les immeubles qui s'étendent du 1 au 7 boulevard Régnier 3.
L'opération va être également étendue aux copropriétés derrière, qui est située du 4 au 14 rue Platy. Ces copropriétés privées ont été approchées et tous les copropriétaires ont donné leur accord pour être intégrés à l'opération. Au niveau déjà du programme, c'est un programme en plus de nombreux logements domaniaux qui seront de 160, plus les appartements privés qui reviendront aux propriétaires des propriétés rue Platy que nous venons d'évoquer. Cette opération comportera également donc, un parking de stationnement qui aura plus de 350 places, également une crèche de 35 berceaux, également donc, des locaux professionnels et commerciaux, et ainsi que des espaces paysagers et piétonniers. Et donc l'ensemble de ce programme permettra, on va dire, d'améliorer la vie de ce quartier historique de Monaco. Rémi Rolland, mieux que personne, vous le savez, il est très difficile de faire concilier travaux et cadre de vie. Comment allez-vous tenter de réduire les nuisances dans tout le quartier pendant les travaux ? On a bien conscience que cette opération Grand Ida sera, comme tous les chantiers de Monaco, sera évidemment pas neutre en termes de nuisances. Et on remercie par avance les riverains de cette opération pour leur compréhension. Mais à ce titre, il est envisagé pour cette opération plusieurs dispositifs d'envergure pour essayer d'atténuer les nuisances. Et bien entendu, on pourra vous détailler plus précisément l'ensemble de ces dispositions envisagées par rapport à la réduction des nuisances. Lorsque l'on parle de nuisances, Rémi Rolland, bien souvent c'est le bruit qui arrive en tête. C'est la nuisance la plus compliquée à contenir. Tout à fait, c'est vrai que le bruit, c'est la phase toujours, on va dire, de terrassement-soutènement, qui est souvent évidemment la plus impactante en termes de nuisances sonores, puisque c'est là évidemment où on va terrasser pour construire notamment les infrastructures. Et donc par rapport à ça, sera envisagé notamment des protections acoustiques qui pourront être mises en œuvre. Et donc comme je disais, on pourra vous en détailler un petit peu plus précisément les dispositions. C'est tout un quartier qui va changer de visage. À proximité, il y a les Mélèzes. Est-ce qu'un chantier de rénovation est également envisagé pour cet immeuble ? On veut profiter de l'occasion du chantier Grand Ida pour restructurer les façades. Donc dans un premier temps, ce qu'on va envisager, c'est de remplacer l'ensemble des fenêtres et des volets roulants par des équipements plus modernes de dernière génération. Également, ce qu'on profitera, c'est au niveau des façades de mettre une isolation par l'extérieur pour que l'ensemble de ces interventions puissent améliorer donc de manière sensible l'isolation thermique et acoustique des appartements et donc par la même occasion leur confort et donc atténuer les nuisances extérieures. Cela a trait à la nouvelle réglementation thermique. L'immeuble Les Mélèzes, qui est un immeuble, on va dire, un peu de première génération domaniale, est aujourd'hui, on va dire, le chauffage est distribué par du fioul. Et donc on envisage également de supprimer cette chaudière à fioul pour la remplacer par des pompes à chaleur qui seront raccordées directement à la boucle de thalassothermie. Donc ça permettra, on va dire, d'une part, de pouvoir anticiper la nouvelle réglementation thermique en vigueur en principauté, et deux, de pouvoir se conformer aux orientations environnementales de SAS Le Prince Souverain et donc de pouvoir réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cette opération de réhabilitation des Mélèzes, on vise un label environnemental qui est le label aujourd'hui, on va dire, régulièrement utilisé à Monaco, qu'on souhaite utiliser régulièrement à Monaco, qui est le label bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Des Mélèzes au cèdre, Rémi Rolland, il n'y a qu'un pas. Est-ce que des travaux pourraient également s'étendre au cèdre ? On réfléchit également sur la situation de l'immeuble Les Cèdres. Pareil, le remplacement des fenêtres par du double vitrage dernière génération, le remplacement des volets roulants et également la suppression de la chaudière à fioul, puisque l'immeuble Les Cèdres est également équipé de cette chaudière à fioul. Donc ça, on réfléchit et dès que possible, on reviendra vers les résidents des deux immeubles pour pouvoir leur annoncer l'ensemble des mesures plus en détail mises en œuvre. Rémi Rolland, en conclusion, ce chantier, il est d'utilité publique, mais il ne se fera pas, bien évidemment, sans nuisance. Tout à fait, donc c'est une opération d'intérêt général et dont le but, c'est qu'elle puisse profiter à terme à tous. Ça sera permettre d'avoir des logements domaniaux supplémentaires pour répondre
à ce besoin essentiel, et de pouvoir rénover, on va dire, un îlot de ce quartier historique qui aura, on va dire évidemment, où la qualité de quartier sera améliorée. Mais bien entendu, ça sera le rôle de l'ensemble des services concernés de l'administration et de l'entreprise, bien entendu, de pouvoir veiller à ce que les nuisances soient le plus limitées possible, même si on n'ignore pas que des nuisances, comme tout chantier, il y en aura. Rémi Rolland, administrateur des domaines, merci pour ce point complet sur les travaux qui débuteront sous peu et donneront à terme un nouveau visage au quartier Platy et permettront de disposer de 160 nouveaux logements domaniaux. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Sur le littoral, le chantier Maréterra avance à grands pas et à vue d'œil. Son point d'entrée se trouve au niveau du rond-point du Portier qui a subi d'importants travaux et abrite désormais en sous-sol un ouvrage de taille. Alexandra Pani, vous vous trouvez au fond de ce bassin d'orage. Oui, on vous avait déjà présenté le nouveau parking du Portier et le nouveau rond-point. Nous nous trouvons justement sous ce fameux rond-point dans lequel il y a à présent un bassin d'orage. C'est le deuxième à Monaco. Il fait 2800 mètres cubes tout de même. Philippe, comment ça se passe ici? À quoi il sert en fait? Alors ce bassin, il a été mis en service pour permettre de stocker les eaux pendant les orages. Donc ça permet d'éviter de rejeter ces eaux qui sont plus ou moins polluées en fonction de la quantité d'eau qui arrive. Ça évite de les rejeter en mer directement. Donc on va faire jusqu'à l'orage trimestriel, on va stocker dans la zone storm pour pouvoir, une fois que l'orage est terminé, les rejeter dans les réseaux d'égouts et ainsi ils vont pouvoir être épurés à la station d'épuration. Ça évite la pollution qu'on pourrait avoir en cas d'orage très important. Justement, comment est-ce qu'il fonctionne ici concrètement pour que tous ces déchets, si on peut dire, ou même le sable que la pluie peut entraîner, soient stockés et ne repartent pas directement en mer? Alors du coup, les eaux vont arriver par les grilles que vous voyez derrière vous là-haut. On va commencer à remplir le bassin. Tant qu'on ne dépasse pas la capacité du bassin, on va uniquement stocker et renvoyer en fin d'orage. Si jamais on dépasse la capacité du bassin, on va, par l'intermédiaire de cette surverse en partie haute, on va envoyer les eaux par un émissaire plus au large en mer. Mais ces eaux qui sont envoyées seront déjà dégrillées, donc tout ce qui est déchets flottants va être stocké dans le bassin et tout ce qui est sable, qui est le plus polluant en temps de pluie puisque ça contient des métaux lourds, vont être pareil décantés dans le bassin et renvoyés dans les réseaux d'égouts à la fin de l'orage. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir après ces déchets justement? Alors ces déchets ils sont renvoyés dans les réseaux d'égouts et par l'intermédiaire de ces réseaux, ils vont arriver à la station de pré-traitement des eaux et ensuite à la station d'épuration où tout sera épuré et renvoyé à la mer, mais une eau de qualité exceptionnelle. Une eau donc de meilleure qualité qui sera rejetée en mer. C'est donc le deuxième bassin, on vous le disait, à Monaco et il sera mis en service dans les prochains jours. Oui, Alexandra, et cet ouvrage vient renforcer le réseau des eaux usées et participer ainsi aux démarches environnementales engagées par Monaco. La crise sanitaire qui sévit depuis la fin du mois de février s'est rapidement transformée en crise économique avec la période de confinement. Mais elle a aussi donné lieu ou amplifié une certaine forme de crise de confiance à l'égard de la parole publique. Bruno Cotresse est chercheur au CNRS, fin analyste des comportements et attitudes politiques. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Depuis quelques années, l'opinion publique fait preuve de plus en plus de défiance à l'égard des politiques, des médias, des scientifiques. La crise Covid-19 a exacerbé cela? Oui, incontestablement, et particulièrement dans le cas de la France. Cette crise avait accentué un certain nombre de dimensions de la défiance, et en particulier tout ce qui concerne la défiance dans la capacité des gouvernements à prendre en compte les problèmes des citoyens, à régler les grandes questions. Alors nous allons y revenir, mais nous allons tout d'abord écouter ces réactions recueillies dans la rue, et nous allons l'entendre effectivement, le scepticisme est de mise. Personnellement, ça ne m'a rien changé. J'ai suivi tout ça par la télé, mais... C'est vrai que moi, les médias, je ne les regarde plus. On a coupé la télé parce que c'est vrai que ça donne une espèce de peur. Je n'ai pas changé, non. On a confiance.
J'espère. On a toujours de confiance, j'espère. Même en Italie, hein. Moi, je prends plus ça avec des réserves parce qu'au début, ils nous disent que bon, c'est pas grave, faut pas porter de masque. Après, ah mince, il faut vraiment faire des commandes faramineuses de masques, il faut que tout le monde ait un masque, on le porte partout. Et maintenant, aujourd'hui, on va dans des supermarchés en France et on n'a même plus besoin de le porter. Donc, leurs propos, ils sont un peu contradictoires. Pour moi, ça n'a pas été très bien géré. Et ouais, du coup, je sais que maintenant, c'est tout pour eux. Et ils font pas trop attention à nous, la population. J'ai confiance, je fais mon opinion, mais ça va. Surtout par rapport à tout ce qui est politique, on lit en deux fois. On essaie d'abord de voir un peu les informations, on essaie de comprendre si finalement c'est vrai ou non. Je fais attention, on a toujours été sensibilisés en étant jeune à vérifier les informations, etc. Et je pense encore plus pendant la crise. Bon, on le voit effectivement, la confiance n'est pas de mise. Le pouvoir est stigmatisé. Est-ce dû aux hommes qui l'incarnent ou est-ce un phénomène plus général? Est-ce une crise de leadership? C'est peut-être pas tellement une question d'incarnation des hommes, mais c'est vrai que nous voyons depuis quelques années, dans de très nombreux pays, s'affirmer de nouveaux leaders, un nouveau style de leadership, de personnalités comme Trump, comme Bolsonaro, au Brésil, comme Erdogan, en Turquie, parfois on pourrait dire presque comme Macron en France, qui veulent venir expliquer aux citoyens qu'eux vont les sauver. Peut-être que ce message politique qui est c'est moi seul qui peux vous sauver, c'est moi seul qui peux vous comprendre, eh bien, il ne suffit pas à éponger la crise de défiance. Bruno Cotresse, il y a tout de même quelques chefs de gouvernement qui s'en sont plutôt bien sortis. Je pense à Taïwan, je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense à un pays voisin, l'Allemagne, avec Angela Merkel. Ce sont 3 femmes qui sont à la tête des gouvernements. Est-ce que la figure féminine est plus rassurante en cas de crise? Alors, il est certain qu'on a vu à travers la crise de la Covid-19 s'affirmer ce charisme et leadership tout à fait exceptionnel de la jeune première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui est apparue incontestablement comme quelqu'un qui savait parler simple, fort, directement aux citoyens de la situation, de ce qui se passait. Angela Merkel, c'est encore un autre modèle. Elle va bénéficier pendant toute cette crise, au fond, de l'ensemble de sa carrière politique, inscrite dans le sérieux, dans la capacité à gérer l'Allemagne et à la faire prospérer. Alors, est-ce que tout ceci est lié au fait que ce soit des femmes plutôt que des hommes? J'ai tendance à ne pas surinterpréter ça. Les réseaux sociaux sont des vecteurs d'information et de désinformation qui vont à la vitesse de la lumière. Sont-ils responsables aussi de cette crise de confiance? On attribue très souvent aux médias et aux réseaux sociaux une importance exagérée. On ne peut pas non plus attribuer à ces médias la responsabilité de la crise. Ils ne sont à la fois que des témoins eux-mêmes, que des symptômes eux-mêmes et en partie des vecteurs de cette crise. Et dans le même temps, ils permettent aussi à beaucoup de citoyens de rapprocher l'information, alors qu'auparavant, l'information politique en particulier était plutôt réservée à une catégorie de spécialistes de la politique, des gens qui peuvent lire des magazines de qualité, des gens qui peuvent lire des livres, etc. Alors, c'est une bonne chose que l'information se soit rapprochée des citoyens. Et dans les années à venir, on verra sans aucun doute s'affirmer pour la question de la qualité démocratique, la régulation des réseaux sociaux et aussi l'éducation à la citoyenneté numérique, le fait que chacun d'entre nous puisse devenir un utilisateur à la fois plus responsable, plus raisonnable de ces réseaux sociaux. Il y a aussi les thèses complotistes qui fleurissent depuis de nombreuses années, depuis même le 11 septembre 2001. Elles semblent s'épanouir sur ce terreau fertile du manque de confiance à l'égard de la parole publique. Alors c'est une problématique, je pense, très contemporaine. L'accélération du temps, le développement technologique ont introduit beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens sur les effets de cette technologie, les effets aussi de l'information rapide. Nous avons vu au cours de la crise de la Covid-19 à la fois que la parole des experts médicaux, elle était à la fois omniprésente. Ils ont envahi nos écrans de télé. On a vu pendant des semaines des épidémiologistes, des virologues, des spécialistes de santé publique qui ont parlé. Le débat sur la chloroquine n'a pas aidé à y voir plus clair. Il y a eu là aussi 2 thèses qui se sont opposées, et puis partisans et opposants. Il est certain qu'en France en particulier, la figure du professeur Raoult est devenue quelque chose peut-être qui lui a échappé à lui-même. Et une controverse de chercheurs s'est développée au fond sur la méthode scientifique. Certains ont vu dans la figure de Didier Raoult au fond le porte-parole du peuple, qui n'aurait pas confiance dans
dans les experts celui qui dit la vérité, celui qui ose tenir tête à, on va dire, à la pensée unique de la recherche scientifique. Mais les conséquences aujourd'hui de la crise de confiance vont tout de même très loin, elles peuvent paraître même étonnantes. On le voit aujourd'hui, certains vont jusqu'à douter de l'importance de porter un masque. Ce sont des raisonnements qui peuvent sembler désarmants. Vous savez, les personnes que nous sommes, les uns et les autres, nous avons toujours tendance à utiliser des raccourcis pour nous rassurer. Et donc on se raconte un petit peu des histoires à nous-mêmes, on essaye de se conforter dans de fausses idées, l'idée que le masque ne serait pas utile. Et peut-être que l'opinion publique en France a été aussi très marquée par cette communication chaotique du départ qui n'a pas su passer un message clair sur le fait qu'il faut porter un masque. Et vous savez, moi, ce que j'ai observé en France, ça s'est vite observé dans les rues de Paris, on voyait qu'au fond, la population, elle s'était autonomisée par rapport aux hésitations du gouvernement. Les gens se sont mis à porter le masque eux-mêmes avant qu'on leur demande. Il y a beaucoup à communiquer, à informer la population que ce virus, il est vraiment dangereux. Oui, vous avez parlé de climat anxiogène en conclusion, Bruno Cotresse. Est-ce que l'origine du manque de confiance, ce n'est tout simplement pas la peur? Bien sûr, la peur est à la fois un important vecteur du comportement humain. Le meilleur remède contre la peur et contre la défiance, c'est la connaissance, l'information et l'éducation. On n'a rien trouvé de mieux pour calmer les angoisses et les craintes de l'être humain. Bruno Cotresse, un grand merci pour cet éclairage plus qu'avisé sur la crise de confiance qui gagne encore plus de terrain dans les esprits depuis le début de cette crise Covid-19. Eh bien, merci beaucoup et bonsoir. Nous allons maintenant passer au point info pratique. Frédéric Hélion, attention, dernière possibilité de rattrapage si vous ne vous êtes pas encore fait dépister. Oui, depuis le 23 juin, le gouvernement propose des séances de rattrapage chaque mardi. Une campagne de dépistage destinée à tous les résidents, salariés et scolaires de Monaco. Depuis le lancement de ces sessions de rattrapage, 1470 personnes ont été testées, 629 le 23 juin, 428 le 30 et 413 le 7 juillet. Rendez-vous à l'espace Léo Ferré demain, mardi 14, de 8h30 à 18h pour la dernière session. Le test est bien sûr gratuit et le port du masque est obligatoire. Au Fort Antoine, depuis une semaine, la culture a repris ses droits. C'est au tour de l'Institut national de l'audiovisuel de s'emparer des lieux avec 2 projections programmées. Oui, la première aura lieu le vendredi 17 juillet à 21h30, La prisonnière du désert, considéré comme le plus beau film du réalisateur John Ford. Il évoque le massacre d'une famille de fermiers par une bande d'Indiens comanches au lendemain de la guerre de sécession. 2 filles, Lucie et Debbie, sont enlevées et l'oncle Ethan décide de poursuivre les ravisseurs. Deuxième projection, Le Havre, vendredi 31 juillet, toujours à 21h30. Un film d'Aki Kaurismäki, une comédie dramatique où Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s'est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre. Cireur de chaussures, il accueille chez lui un jeune immigré, Idrissa, et s'emploie à le cacher alors que sa femme tombe gravement malade. Enfin, ce dispositif d'exonération qui peut vous être utile si vous êtes chef d'entreprise. Oui, ce dispositif vise à permettre aux entreprises fortement et durablement impactées par la crise du Covid-19 de bénéficier d'une exonération partielle de la part patronale des cotisations CAR et CCSS pour les mois de juillet et août 2020. Vous pouvez retrouver toutes les conditions d'éligibilité, les pièces à fournir et toutes les informations sur le site servicepublicentreprise.gouv.mc. Merci Frédéric. Nous vous retrouverons avant la fin du journal pour la météo. La météo qui ne sera pas la seule clé de ces vacances d'été 2020. La Covid-19 a réduit les possibilités de déplacement. Dans ce contexte, où avez-vous décidé de partir? Nous vous avons posé la question. Où est-ce que je pars en vacances? À la montagne, une petite semaine. Pourquoi? Parce que j'ai une petite maison dans l'arrière-pays et donc voilà, on va juste se ressourcer un peu. On part vers Bourges parce que ma fille se marie ce week-end et ses beaux-parents sont de Bourges. Donc on va partir une semaine à Bourges pour nous faire visiter la région. Pour cet été, je ne partirai pas pour la raison simple, Covid-19. Normalement, on part en Sicile, en famille, donc voilà, comme chaque année. En fait, je n'ai pas encore décidé où aller. Voilà, donc je regarde un petit peu
ou rester ici en France, aller à la montagne ou aller à côté ici en Italie. Je pars une petite semaine à Calvi pour essayer de profiter pas trop loin d'ici. Nulle part, absolument nulle part. Absolument nulle part, je ne sais pas encore si je vais avoir des vacances, donc voilà. Là, je reviens de la vallée des merveilles. Fantastique, merveilleux. Et ensuite, je vais accompagner mes filles à un camping de surf, puisque en colonie, moi, c'est pas trop recommandé, elles n'ont pas envie. Et ensuite, donc là, c'est pour elles exclusivement. Et ensuite, on part en Crète, en famille, si les avions veulent bien nous amener jusque-là. C'est effectivement une condition importante et pour ceux qui ont choisi la plage, il va falloir jouer des coudes, comme vous allez pouvoir le voir dans le best-of des réseaux, avec la plage voisine de Villefranche-sur-Mer, littéralement prise d'assaut ce week-end. Et oui, la montagne, c'est peut-être la valeur sûre de cet été 2020, fraîcheur et grands espaces garantis. Mais encore faut-il que la météo soit de la partie. Quel temps nous attend demain sur nos rivages monégasques, Frédéric Hélion? Encore une journée mitigée, Patricia, avec alternance de soleil et de nuages. Le matin sera propice aux éclaircies, alors que l'après-midi, le temps sera principalement couvert, avec une faible probabilité d'orage. Côté température, il fera bon le matin avec 20 degrés, mais très chaud l'après-midi avec une pointe prévue à 34 degrés entre midi et 2. Pour ceux qui choisiront l'option plage, l'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6 h pour se coucher à 21h12. Mardi 14 juillet, nous fêterons la fête nationale française. L'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini, sera d'ailleurs notre invité demain à l'occasion de la fête nationale française. Nous nous quittons avec encore des envies d'évasion en allant feuilleter l'album du jour, signé Michael Alési, La belle vie en mer. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h sur Monaco Info.